Bonjour à toutes et à tous. Je suis venu vous parler de Pablo Iglesias, Irene Montero, Inigo Errejón, du parti Podemos, du mouvement Mas Madrid. Alors, je ne suis pas venu pour étaler une quelconque culture ou érudition, je suis surtout venu pour partager avec vous les exploits de la gauche espagnole ou des gauches espagnoles qui ont réussi à révolutionner complètement le paysage politique de l'autre côté des Pyrénées et à donner une leçon, si ce n'est au monde, mais du moins à l'Europe, sur comment on peut faire de la politique autrement, comment on peut renverser la table en venant de la périphérie, sans argent, sans réseau et sans réel capital social. Voilà, c'est donc le but de cette vidéo, analyser les techniques, les partis pris des partis de l'extrême gauche espagnole, ou de la, même si je n'aime pas ce terme d'extrême gauche parce qu'il est péjoratif, comme je n'aime pas d'ailleurs le terme d'extrême droite, pour la même raison, mais disons de cette gauche alternative ou radicale espagnole, essayons de voir ces techniques, ces partis pris, ces méthodologies, pour comprendre comment on peut, avec une technique de guérilla, une technique d'outsider, devenir central, gagner la centralité au sein du débat public et fixer l'agenda et rentrer au gouvernement, puisque ces personnes dont je vous ai parlé, notamment le parti Podemos, Irene Montero, ben, ils sont au gouvernement espagnol depuis janvier 2020. C'est d'autant plus intéressant qu'en France, il est très difficile de trouver des exemples similaires, puisque je trouve, je peux le dire en toute humilité, en France, nous avons un retard conceptuel ou un retard dans les méthodologies par rapport à ce qui se passe en Espagne ou même en Italie. La gauche française, si on oublie la social-démocratie, c'est-à-dire si on oublie le PS, cette gauche française là qui travaille avec Mélenchon autour de Mélenchon, elle est assez classique. Elle a phagocyté le Parti communiste et puis s'est arrêtée là. Mélenchon n'a pas laissé d'héritier, n'a pas laissé de nouvelles générations, il n'y a pas de renouvellement, je ne vois pas de nouvelles figures. On en est encore dans les techniques d'avant, les techniques de papa. On est dans la gauche radicale qui reprend un programme de gauche. Donc elle fait peur à la bourgeoisie par définition. Et elle est tellement qu'elle frôle ou qu'elle flirte plutôt avec l'islamo-gauchisme. Je ne rentre pas dans ce thème polémique, mais c'est une preuve de faiblesse que de voir la gauche radicale française dans un pays en crise économique profonde perdre ou ne pas avoir suffisamment de voix chez les ouvriers, chez les laissés pour compte, et aller chercher les islamo-gauchistes ou les islamistes pour essayer de les casser dans le sens du poil. C'est une preuve d'immense faiblesse. À droite, rien de nouveau. La droite n'a pas encore compris ce qui lui est arrivé. À mon avis, elle n'a pas encore compris ce qui lui est tombé sur la tête, car depuis 30 ans, elle a été réduite au silence par la gauche, dans une opération magnifique d'encerclement comment dirais-je, d'étouffement. Je dirais que l'anaconda, la gauche a été l'anaconda qui a étouffé la droite française, qui l'empêche même de se dire de droite. Elle marche en s'excusant, elle marche avec la tête baissée, et surtout, elle a été réduite au silence. Elle a été effacée du débat public. Ah, bien sûr, on continue à parler de LR ou autre, d'un autre parti de droite, mais elle a été effacée. Quand elle n'est pas stigmatisée, vilipendée, traitée de fasciste comme le RN, elle est tout simplement invisible. Elle a été rendue invisible. Son discours est tout à fait insipide et quand il ne fait pas l'objet de suspicion. La droite a surtout perdu tout ce qui est important, tout ce qui en vaut la peine. Elle a perdu la faculté, l'université, les médias. Il n'y a pas une chaîne ou une radio publique en France qui est plus ou moins proche de la droite, alors qu'en Italie, malgré la force du Parti communiste italien ou de la gauche italienne, il y a Rai Doué qui roule plus ou moins pour la droite. En France, tous les médias publics sont à gauche, toutes. La droite a perdu le milieu éditorial, elle a perdu à la fac, je viens de le dire, elle a même perdu l'entreprise, rendez-vous compte, l'entreprise, c'est entre du capitalisme sauvage et du néolibéralisme, même l'entreprise est de gauche. Enfin, moi je lis certains rapports annuels d'entreprises du CAC 40, je crois lire le programme d'un parti altermondialiste. C'est diversité, inclusion, je ne sais pas, écologie radicale, transition verte, on est déjà au quota ratio,
je sais pas, Greta, tout ça, enfin, vous lisez les rapports annuels des grandes entreprises du CAC 40, vous lisez un texte de gauche. Donc la droite française a même réussi à perdre son bastion naturel, c'est-à-dire son écosystème le plus favorable à ses idées, qui est celui de l'entreprise. Donc c'est pour cela qu'il faut aller regarder hors de la France si on veut apprendre à faire de la politique autrement et en mode guérilla, puisque il n'y a aucun intérêt à suivre, à essayer de répliquer la méthodologie de Macron, celle de M. Macron en 2017, puisqu'il a eu tout le monde avec lui. Hein. On lui a enlevé Fillon de son chemin, on lui a mis les médias sur un plateau, enfin bon, il a eu toute la bien-pensance avec lui, donc c'est pas... Je ne dis pas qu'il n'a pas de mérite, mais je dis que c'est pas réplicable, c'est différent. Macron est un grand monsieur, c'est une figure admirable, enfin son parcours est admirable, qu'on l'aime ou pas. Moi je l'aime pas beaucoup, mais son parcours est admirable, je dois m'incliner, mais sa technologie, enfin sa technique de prise de pouvoir n'est pas réplicable. Celle de Trump, elle est plus intéressante parce qu'il était outsider, mais bon, quand on est milliardaire et aux États-Unis, il y a Fox qui n'est pas à gauche, qui n'est pas démocrate, et puis on est milliardaire, on peut se payer les clips de campagne qu'on veut et l'espace publicitaire. C'est peut-être plus facile, enfin en tout cas c'est pas réplicable. Je dis pas que c'est plus facile, je retire ce que je viens de dire. Rien n'est facile en politique, mais je dis que c'est pas réplicable pour des gens alternatifs ou dissidents ou insurgés, appelez-les comme vous voulez. Moi je préfère outsider parce que c'est pas connoté. C'est pas donc outsider aujourd'hui en France, c'est LR, hein. Mon parti chez lequel je suis encarté, il est outsider. Donc j'invite mes amis de LR à s'intéresser à ce qui se passe en Espagne. Alors qu'est-ce qui se passe en Espagne? 5 choses, il se passe beaucoup plus enfin c'est compliqué, mais je résume ça en 5 éléments importants. Depuis une dizaine d'années, l'extrême gauche espagnole, disons le parti Podemos pour aller vite, parti neuf, je crois qu'il a été formé en 2010-2011, si ma mémoire est bonne, il faut que je regarde, eh bien ils ont décrété, ils sont devenus populistes, c'est-à-dire qu'ils ont dit, il y a 2 choses dans la société, 2 choses qui comptent, le peuple, la caste, rien que ça. Le peuple, ce sont tous ceux qui souffrent, et la caste, ce sont tous ceux qui se gavent. Le peuple, ce sont les outsiders. Ce sont ceux qui n'ont pas les informations, qui sont les derniers à... C'est la dernière roue du carrosse. Ce sont les derniers à apprendre ce qui se passe dans la société, à avoir les informations sur la macroéconomie, sur les coupes budgétaires, sur la crise. Et les insiders, ce sont les élites. C'est la caste. Le peuple contre la caste. Donc c'est du populisme. Et quand c'est de gauche, c'est toujours bienvenu, n'est-ce pas? Donc c'est un populisme qui polarise la société. Et ils sont partis du principe qu'il faut polariser la société dans ce qu'ils appellent le moment destituant. Qu'est-ce qu'un moment destituant? C'est le moment où il faut dire stop, on arrête. La 5e République est finie, où la phase 1 de la 5e République est finie, elle est sur les rotules. Il faut faire une refondation de la 5e République ou faire une 6e République, mais il faut qu'on arrête ce système-là. Donc c'est un moment où on arrête ces institutions, enfin pas on les arrête, on les heurte, on leur donne de baffes, si je puis parler ainsi, pour leur dire attention, nous sommes là, nous le peuple. Donc ce qu'ils appellent le moment destituant, c'est le moment où on bloque la marche de la vieille politique, le cours naturel des choses, celui qui est favorable aux élites, à la caste comme ils disent, pour dire attention, il y a le peuple et nous sommes au cœur, nous devons être au cœur de vos préoccupations et ce ne sont pas vos préoccupations à vous qui doivent dicter l'agenda politique d'un pays comme l'Espagne. Donc le peuple contre la caste. Évidemment, Podemos, c'est présenté comme le défenseur unique ou privilégié, unique on va dire, ou privilégié du peuple. Donc il y a une logique de transversalité là-dedans. On n'est plus de gauche. Podemos au début ne disait pas qu'ils étaient à gauche. Ils ne se sont pas déclarés marxistes ou socialistes ou je ne sais quoi. Ils se sont déclarés le parti du peuple. Donc ça permet une certaine transversalité puisqu'on parle à tout le peuple, à tous ceux qui souffrent. Tous ceux qui souffrent. Donc ça va au-delà des classes populaires, des ouvriers. Ça va, ou des chômeurs, ça inclut les classes moyennes paupérisées, notamment en Espagne où il y a eu une grande crise économique en 2008, beaucoup plus sévère que celle de la France, avec des gens qui ont perdu leur maison, leur domicile, des gens qui ne pouvaient plus payer la faculté pour leurs enfants, des gars de 30-40 ans qui revenaient vivre chez leurs parents à cause de la crise, du chômage de masse. Je crois que le chômage chez les jeunes a dépassé les 45% certaines années en Espagne. Donc le peuple, quand on dit le peuple, les gens qui souffrent, ça va beaucoup plus loin que le peuple de gauche. C'est cette classe moyenne paupérisée qui a peur du déclassement. Vous pouvez même avoir des gens qui vont bien, qui partent encore en vacances, qui ont une voiture ou deux, mais
qui ont un cousin, une sœur qui est au bord de la pauvreté. Ça peut être les retraités en situation de fragilité, puisque les retraites en Espagne ne sont pas aussi élevées qu'en France. Ça peut être les gens qui ont eu des accidents de la vie. Donc c'est pas forcément le peuple de gauche ou les gens qui rêvent de Che Guevara ou de Staline ou je ne sais quoi. Le peuple contre la caste, ça permet la transversalité, puisqu'on commence à s'adresser à la patrie en entier. La patrie, un thème de droite, en général, c'est une chasse gardée de droite. Et bien Podemos a réinvesti, il a essayé de piquer la patrie à la droite espagnole, en essayant de se réapproprier le terme et d'y faire habiter une autre signification. La patrie devient la communauté de tout le monde. C'est plus une question de nous contre les étrangers, mais c'est tous les Espagnols unis par la solidarité du bien commun. Le bien commun est une question très importante. La patrie, le peuple, même le peuple qui surtout, enfin, en général c'est une notion de droite, le peuple contre les immigrés ou autre, le peuple contre l'Europe supranationale, eh bien Podemos a réussi dans une grande mesure à se réapproprier la notion de peuple, à aller beaucoup plus loin que la notion de peuple de gauche, altermondialiste et tout ce que vous pouvez imaginer, toute cette image folklorique du peuple de gauche. Donc le peuple contre la caste et la patrie contre la caste. Voilà, donc tout ça, pour faire ça, bon, ça se fait pas facilement. Il faut faire passer ce message-là, il faut le formaliser, il faut le cristalliser, comme on dit, et Podemos a mis le paquet sur la télévision. L'hypothèse de base de Podemos, leur principe, c'était que les gens militent à travers les médias, les journaux et la télévision surtout. Ils disent, en Espagne, la social-démocratie qui a gouverné le pays pendant longtemps, celle de Felipe González, surtout de Felipe González, qui est une légende de la social-démocratie espagnole, eh ben, elle lisait Le País. En France, cette social-démocratie-là, elle lisait ou elle lit encore Le Monde. À droite, c'est plutôt Le Figaro. Eh bien, ils ont dit, Podemos a dit, ben, nous, on va inventer notre propre média, qui va être évidemment fait de briques et de braques, il va être bricolé parce qu'ils n'avaient pas d'argent, qui s'appelait La Tuerca. La Tuerca, donc c'était une émission, une émission de débat, évidemment politique, diffusée par un petit canal de télévision qui s'appelle, je ne sais plus Télémadrid, maintenant je l'ai oublié, je crois que c'est Canal K, je ne suis pas très sûr. Un petit canal, une petite télévision associative comme il n'y en a pas en France, parce qu'en France, la classe politique, ou la caste politique, a pris le soin de verrouiller le paysage audiovisuel français. On ne peut pas avoir de télévision associative ou locale, c'est très difficile. Ce n'est pas le cas en Espagne et surtout pas en Italie. Ça permet une respiration démocratique beaucoup plus forte qu'en France. Mais bon, fermons la parenthèse. Donc ils ont commencé à faire leur débat une fois par semaine sur ce petit canal. Après, ce canal, enfin, il les a expulsés. Ils ont pris un autre canal avec un peu plus d'audience sur Madrid. Puis après, c'est devenu une web télévision avec ce débat La Tuerca, qui est un débat qui permet de recevoir un invité par semaine. Un invité souvent de gauche, mais pas forcément. Et puis autour, ils ont fait toute une série de programmes pour diffuser leur argumentaire. Leur argumentaire qui était complètement diabolisé en Espagne. Il faut voir qu'en Espagne, il y a encore une vraie droite, c'est-à-dire une droite compatible. La droite espagnole n'est pas comme la droite française. Elle n'a pas baissé la tête, elle ne s'excuse pas. De toute façon, si la droite espagnole s'excusait, elle est morte, parce qu'elle est l'héritière du franquisme, qui a été une absurdité. Enfin, c'était terrible le franquisme. Hein. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était un fascisme, parce que c'était autre chose, c'est d'une autre nature. Mais le franquisme a quand même laissé 200 000 disparus en 40 ans de dictature. C'est le pays du monde après le Cambodge où il y a le plus de victimes de fausses communes. Le franquisme était extrêmement sévère, et la droite espagnole, le Parti populaire, est l'héritier dans une certaine mesure, enfin, l'héritier direct de cette tradition franquiste. Donc s'il commence à faire de la repentance, il est mort. Donc cette droite-là, elle est beaucoup plus forte qu'en France, et elle est combative, et Podemos, la nouvelle gauche espagnole, elle a dû créer ses propres argumentaires, elle a dû se faire l'étang dans ce programme-là, la Tuerca, et dans cette chaîne de télévision qu'ils ont montée sur Internet. Alors faire des argumentaires, c'est pas évident, c'est facile de l'écrire parfois pour les gens qui sont bons à l'écrit, mais parler à la télévision, être incisif rapidement, c'est pas évident. Et donc ils ont créé un service d'argumentation. Ils ont un responsable, un directeur de l'argumentation, des argumentaires, pour faire alors pas des éléments de langage, les éléments de langage, ça ne veut pas dire grand chose, mais pour faire des argumentaires, des lignes de pensée, des raisonnements, voilà, des raisonnements qui touchent l'émotion.
Ça, c'est mon cinquième et mon dernier point, c'est Podemos a travaillé l'émotion. Parce qu'ils ont reconnu que les gens, que ce ne sont pas les individus, les citoyens qui votent, ce sont les émotions qui vont voter. Ce sont les émotions, les sentiments qui votent. Et si vous touchez quelqu'un au niveau émotionnel, eh ben vous l'avez avec vous pendant longtemps. Si vous ne touchez que l'élément rationnel, la raison, eh bien la personne, bon, à la limite, elle ne sortira pas de chez elle pour voter pour vous le jour J, 3 mois ou 6 mois plus tard lors des élections, ou elle vous abandonnera en cours de route parce que quelqu'un d'autre lui aura parlé, l'aura convaincu. Si vous touchez l'émotionnel, vous laissez une empreinte durable sur la personne. Alors comment on touche l'émotionnel? Je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, mais en Espagne, c'était très facile, parce que l'émotionnel affleurait. L'Espagne a vécu une crise économique extrêmement dure, avec un chômage de masse, surtout chez les jeunes. Je crois que chaque année en Espagne, 60 à 70 000 personnes au ménage perdent leur maison, parce qu'ils n'arrivent pas à payer les traites. Tout de suite, vous vous retrouvez dans la rue. Hein. Il n'y a pas de transition ni de recours. Donc il y avait une énorme indignation en Espagne, et effectivement, donc l'émotion, enfin, Podemos, on va dire qu'ils avaient la tâche facile, parce qu'il suffisait de se saisir cette émotion-là. Bon, vous me direz, en France, l'émotion, elle existe. C'est pas une indignation forcément économique, quoique, enfin, je pense que c'est pas comparable. La fragilité économique de l'espagnol n'est pas la même que celle du français, parce que la différence entre les deux, c'est qu'il y a l'État-providence français est beaucoup plus fort et protecteur que l'État-providence espagnol, mais il y a une indignation française, enfin, il y a surtout une colère et une angoisse par rapport à l'avenir, à cet avenir qui est tout à fait indécis, et une colère par rapport à une élite économique et politique, surtout politique, qui ne gouverne pas. Qu'elle soit de gauche ou de droite, elle ne gouverne pas, elle ne prend pas de décision, elle se laisse aller, elle a peur de prendre des décisions. Il y a une peur de son voisin en France, face à l'ensauvagement de la société. Je ne rentre pas trop dans le détail, je prépare un texte sur le sujet, mais je voulais vous dire qu'en France aussi, l'émotion est palpable. Sauf qu'en Espagne, elle a affleuré comme un geyser, parce que les gens ont perdu leur maison, ils ont perdu leur emploi par millions, donc ils sont sortis dans la rue, et Podemos était là pour transformer cette émotion en vote. Ce que Podemos a voulu faire, et ce qu'il a fait brillamment, c'est transformer l'émotion en matière première politique. Politiser l'émotion, c'est ça, si vous voulez, moi sincèrement je serais content si vous vous rappelez de ça. Il faut politiser l'émotion, c'est ça qu'a fait Podemos, et le reste, on va dire, coule de source après. Alors, résultat, en politisant l'émotion de manière brillante, comme ils l'ont fait, avec leurs médias, leurs argumentaires qui permettaient de crever l'écran dès qu'ils avaient une minute. Ils étaient toujours invités à la télévision publique ou télévision privée, en mode sniper, ils avaient toujours 3-4 personnes pour les démonter. Eh bien, ils avaient 30 secondes, une minute, ils étaient toujours très très forts. Surtout Pablo Iglesias, il perdait jamais son sang-froid, et puis il touchait du doigt. On voyait bien qu'il parlait au public, il se défendait ou il attaquait son adversaire en plateau, mais il parlait surtout au public, à l'indignation populaire. C'est pas facile, c'est pas une question de tribun. Vous voyez Pablo Iglesias, c'est pas Chavez ou Gaëtan le Colombien, ou c'est pas le charisme d'un Vladimir Poutine, ou la verve la gouaille d'un Erdogan, c'est pas ça. Il faut vraiment le regarder parler, même s'il parle espagnol, peut-être que vous ne comprenez pas l'espagnol, juste faut voir la posture du gars. C'est plutôt une posture, on va dire, d'un séminariste très sûr de lui, puis qui a travaillé ses dossiers. Ils ont beaucoup travaillé leurs dossiers, ils ont réussi, à mon avis, en politisant l'émotion, à changer le sens commun. Ils ont politisé le sens commun espagnol, ils ont agi sur le sens commun. Et ça, c'est une autre leçon de Podemos, c'est que la victoire en politique appartient à celui qui arrive à manipuler, à changer le sens commun. Qu'est-ce que le sens commun? C'est ce qui n'est plus politique. Podemos a réussi à rendre banal, non discutable, non négociable. Ils ont réussi à faire de certaines choses, enfin, elles vont de soi. Grâce à Podemos, certaines vérités vont de soi. Elles ne sont plus politiques, elles ne sont plus politisées, elles ne sont plus dans le débat public, elles vont de soi. Notamment l'égalité sociale, l'éducation pour tous, la santé pour tous. Vous allez me dire ça c'est facile, mais le féminisme comme consensus social en espace, c'était pas évident. Même un pays assez macho avec beaucoup de violence conjugale, eh bien le féminisme est devenu en Espagne, grâce à Podemos dans une grande mesure, un dossier non discutable. Les droits LGBT, personne n'ose discuter. C'est ce que Podemos appelle rendre non politique des sujets politiques. Et c'est ça
Quand votre zone de confort devient un sujet central dans le débat public, enfin pardon, quand votre zone de confort n'est plus dans le débat public, quand elle devient le sujet d'un consensus, ben vous avez gagné les élections. Après, c'est vous juste dérouler, faire campagne, se montrer sur les plateaux, et puis c'est fini. L'essentiel a été fait. Quand vos sujets, ceux de votre zone de confort, là où vous êtes le plus à l'aise, là où vous avez le moins de contradictions. Qu'est-ce que la zone de confort? C'est là où vous avez le moins de contradictions, là où vous êtes le plus à l'aise, là où vous êtes le moins, vous prêtez le moins plan critique, là où vous êtes le moins attaquable. Ben, quand votre zone de confort devient le consensus, la doxa, quand ce sont des choses que même vos adversaires ont peur d'attaquer, genre féminisme, LGBT, ils y vont comme ça, ou même ils se les approprient eux, à leur manière, ben vous êtes tranquille, parce que vous leur dites, ah, vous êtes féministe, d'accord, mais vous êtes de droite. Parce que vous êtes libéraux, vous êtes contre l'égalité sociale. Comment vous pouvez dire que vous êtes pour l'égalité homme-femme alors que la pauvreté touche les femmes d'abord? Là, vous les mettez mal à l'aise. Donc, quand c'est vos dossiers, et c'est ça que un des grands enseignements de Podemos, quand votre zone de confort, vos convictions les plus profondes, votre ADN devient un patrimoine commun de la classe politique et du débat public, l'essentiel est fait. Alors, la droite espagnole aussi, se bat pour ce sens commun. Elle se bat pour que sa zone de confort à elle participe aussi de ce sens commun. Le problème, c'est qu'elle recule. Alors, elle n'a pas entièrement reculé comme la droite française, elle s'est pas rétamée comme notre droite à nous. Elle est encore vivante, la droite espagnole. Mais je vais vous donner quelques exemples de la difficulté qu'elle a à se faire entendre. À cause du talent de Podemos et de Pablo Iglesias. La notion de frontière. La notion de frontière fait partie du sens commun. Enfin, tout le monde a besoin de... Enfin, les gens, quand ils font une maison en général, ils mettent une porte avec une clé, ils ferment la clé la nuit, ils mettent un mur. Ça, la frontière, c'est pas autre chose, hein. C'est pas des tranchées, hein. C'est pas des tranchées ou des fossés de châteaux médiévaux. Eh bien, même ça, en Espagne, la frontière qui est une protection, une membrane qui filtre, hein. C'est pas qui bloque seulement, elle filtre. Ben ça, la frontière n'est pas dans le débat public. Enfin, elle est largement attaquée, elle n'est pas une valeur sûre, c'est pas une monnaie. C'est une monnaie c'est pas une devise forte dans le débat public, contrairement au LGBT, féminisme, ou à l'égalité, ou à l'éducation gratuite. Quand vous mettez ça sur la table, c'est une monnaie forte, c'est une devise forte. Les gens, ils ont du mal à vous attaquer là-dessus. Alors quand vous dites frontière, vous faites laminer par le discours progressiste, Podemos, tout ça. La notion même de justice, hein. La notion de justice, enfin, c'est quand même, il n'y a pas plus humain, il n'y a pas plus animal, primaire dans l'homme que le besoin de justice. Le refus de l'humiliation, le refus de l'humiliation physique, le refus de l'humiliation symbolique, le besoin de justice. Eh bien, même ça, la droite a réussi à le perdre, est en train de le perdre en Espagne, puisque vous avez tout le délire progressiste, de Podemos notamment, mais pas seulement, de la réinsertion, blablabla, blablabla, vous connaissez tout le délire du accident pénal. Même la notion de vérité, alors là je sors du cas espagnol, mais vous voyez en France, la notion de vérité qui fait partie du sens commun, du bien, enfin, les gens cherchent la vérité, enfin, même si nous mentons tous, nous pratiquons le mensonge au quotidien, mais nous avons une échelle de valeurs et nous valorisons la vérité. Et nous cherchons la vérité dans le débat public et chez nos dirigeants. Même la notion de vérité, elle est en train d'être expulsée par les progressistes du débat public et de la centralité du débat public. Imaginez que la vie politique est une place du village, et bien la vérité n'y a plus sa place. On nous bassine avec les fake news, mais vous prenez les faits divers, on ne vous donne jamais l'identité des gens qui ont commis les faits divers. Prenez les faits divers les plus terribles, enfin moi qui m'ont beaucoup impacté, là, les jeunes garçons qui ont été massacrés, amputés, mutilés à vie en France, hein. C'est pas en Syrie ou au Somalie, hein. À Lyon notamment. Je ne cite pas les cas parce que j'ai envie de les citer, mais bon, j'ai pas envie de faire commerce d'émotions faciles, mais vous les connaissez, des gens qui ont pris des coups de béquille dans la tête, traumatisme crânien, séquelles à vie, des gens qui ont perdu l'usage de leurs jambes à cause d'un coup je sais pas moi, de couteau dans le dos. Bon. C'est terrible. Eh bien, la police, heureusement, nous avons une bonne police en France, une police très professionnelle. Elle a arrêté les monstres qui ont fait ça. Je ne dis pas délinquants, c'est des monstres. Multirécidivistes, bien entendu. Eh bien, on ne connaît pas le nom. On nous dit Y a donné 3 coups de béquille à un tel. Alors là, la victime, on connaît son nom. Oui, voilà. Le jeune tel a perdu l'usage de ses jambes à cause d'un coup de béquille donné 3 fois de suite par Y. Mais c'est qui Y?
c'est Yvon, c'est Yacine, c'est, je sais pas, c'est Isidore, enfin, le droit à la vérité est éteint. On dit le nom a été changé. Alors, il s'appelle plus, je sais pas moi, Bernard, il s'appelle Liliane. On dit voilà, Liliane, Astérix, et vous lisez l'Astérix, on dit voilà. On sait bien pourquoi ils font ça, pourquoi les médias font ça, parce que ça ruine la fable du vivre ensemble. Eh bien voilà, même ça devrait normalement révolter les gens. Ben, les gens ne se révoltent pas. Vous savez ce que c'est que massacrer un jeune homme de 18 ans, 20 ans devant l'hôtel de ville de Lyon, ou dans un bus, en plein centre-ville, pour une histoire stupide, enfin un jeune qui travaille, qui étudie, sans histoire, un jeune espoir. Vous savez ce que c'est que enlever à quelqu'un le droit de marcher, le droit de se... en pleine rue, comme ça, devant tout le monde. Enfin, nous avons une échelle de valeur, nous savons ce que c'est qu'une rixe, nous savons ce que c'est que... Nous acceptons la violence entre les gangs, on se dit finalement, c'est entre gangs, même si c'est condamnable, même si on envoie le SAMU et on sauve les gens, mais la violence gratuite comme ça, faire massacrer quelqu'un comme ça, eh bien les gens ne se révoltent pas. C'est ça le sens commun. Le sens commun a changé en France. Les gens, qu'est-ce que c'est que le sens commun? C'est un ensemble de choses qui causent la révolte. C'est des parents, je sais pas moi, c'est la pédophilie, c'est dans le sens commun. Enfin, le refus de la pédophilie dans le sens commun. On refuse qu'on s'en prenne à des enfants pour les abuser sexuellement, même pour les torturer ou les tuer. Voilà, donc les gens sont... Ça révolte les gens, ça les met dans la rue, ils exigent des politiciens des actions, ils appellent la police, ils collaborent avec la police quand il y a des enfants qui sont été enlevés, même ils sont dans la rue, même au Brésil j'ai vu des cas, enfin j'ai suivi des cas de gens qui attaquent le commissariat, qui s'emparent du pédophile et qui le tuent. Je ne cautionne pas ça, je trouve que c'est horrible. Mais c'est ça le sens commun, c'est ce qui vous pousse, c'est ce qui vous sort de vos gonds, qui vous dit stop, ça c'est pas tolérable. Eh bien en France, le sens commun était tellement modifié et manipulé par les progressistes, que même des lynchages comme ça de jeunes gens sans histoire qui sont mutilés à vie, eh bien même ça ne fait pas sortir les gens dans la rue, et les gens renoncent à la vérité. Ils savent qu'ils se font enfumer, mais ils renoncent à demander à l'État, exiger de l'État, à ses médias publics, à ses médias subventionnés, de dire la vérité. Et bien entendu, les gens ont renoncé à la justice. Parce que il y a eu un cas là à Lyon, pour 3 coups de béquille dans le crâne avec des lésions cérébrales irréversibles, le jeune, moi je dis le monstre, a pris 7 ans de prison. C'est pas cher payé quand même. Hein. C'est pas cher payé, sachant qu'il ne va pas faire ces 7 ans de prison, parce que s'il a un bon comportement en prison, ce qui est normal, hein, se comporter de manière correcte, c'est la normalité, eh bien il sera relâché, je ne sais pas moi, dans 5 ans, ou 6 ans, ou 4 ans. Voilà. Bon. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, la lutte pour le sens commun, pardon. La lutte pour le sens commun, c'est l'essence du politique. Et c'est ce que nous explique, c'est un des grands enseignements, je conclurai par ça, de la gauche espagnole, de cette nouvelle gauche espagnole, de Podemos. C'est quand vous avez conquis le sens commun, le reste coule de source. Résultat, en janvier dernier, Podemos rentre au gouvernement, pas pour occuper des strapontins ministériels, mais pour occuper des ministères très importants. Je crois que c'est le travail, l'enseignement supérieur, la justice sociale. Bon, j'ai pas révisé mes fiches avant de faire cette vidéo, mais c'est... Et puis le numéro 2 du gouvernement est le patron de Podemos, Pablo Iglesias. Pour conclure, évidemment, la nature humaine étant ce qu'elle est, Podemos est divisé, parce que la discorde est aussi à gauche, elle existe. Hein. Ce ne sont pas des surhommes à gauche, hein. C'est pas parce qu'ils gagnent des élections, toutes les élections, les progressistes, tout ça, pas parce qu'ils gagnent toutes les élections qu'ils sont au pouvoir, ou toujours pas loin du pouvoir, qu'ils sont surhumains. Eux aussi, ils ont des dissensions, et Íñigo Errejón, qui était le numéro 2 de Podemos, s'est séparé de Podemos, parce que Podemos, maintenant qu'il a terminé son moment populiste, maintenant qu'il est au pouvoir, eh bien, il s'est rabattu sur le peuple de gauche. Ça a pris 10 ans. En rentrant au gouvernement, là, il est moins transversal. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la transversalité, d'aller chercher la bourgeoisie qui a peur du déclassement, de la paupérisation, de la crise. Eh bien, il se dit maintenant que je suis au pouvoir, je vais me rabattre sur le peuple de gauche et je serai un parti de gauche radical comme un autre. Íñigo Errejón, il n'est pas d'accord. Lui, il est parti faire Mas Madrid, qui est un parti aussi de gauche alternative ou d'extrême gauche, et lui qui continue dans la transversalité, il dit écoutez, il y a un peuple qui n'est pas forcément un peuple de gauche, c'est un peuple des villes, centres urbains,
qui est écologiste, sensibilisé aux grandes problématiques du moment, féministes et autres, eh bien, on va construire avec lui une alternative à la social-démocratie. Il faut bien comprendre que le Podemos et même Errejón aujourd'hui, ils ont deux ennemis. Hein, et je ne suis pas sûr de quel est leur ennemi principal. Leur ennemi principal, c'est pas la droite ou l'extrême droite espagnole. Leur ennemi principal, c'est la social-démocratie. Regardez leur niveau de raffinement intellectuel, leur niveau même de puissance. Ils ont tellement changé le sens commun en Espagne, ils ont tellement convaincu les Espagnols que leur dossier LGBT, féminisme, égalité, éducation gratuite, santé gratuite, ils ont convaincu les Espagnols que ces priorités sont les priorités du moment, de l'agenda politique, que sont les choses qui sont non discutables, qui peuvent se permettre maintenant de combattre le parti social-démocrate, le PSOE, le parti socialiste espagnol. Aujourd'hui, il est avec Sanchez, Pedro Sanchez, pour lui disputer l'hégémonie à gauche. Et leur but, c'est de devenir le parti numéro 1 de la gauche. C'est comme si... Voilà. Bon, démystifions quand même un petit peu Podemos et Mas Madrid, donc cette nouvelle gauche espagnole. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle a eu la tâche facilitée par la grande crise de 2008 et l'indignation populaire qui s'en est suivie. Et puis il faut dire qu'en en Espagne, il n'y a pas d'immigration comme en France. Il y a une immigration massive, mais elle vient de pays comme la Bolivie, le Pérou, le Mexique. Donc on est en famille entre catholiques et latinos. Elle vient aussi de la Roumanie ou de l'Ukraine ou de pays d'Europe centrale et orientale. Là aussi, on est en famille. C'est la même matrice chrétienne, catholique ou même orthodoxe. C'est pas le Maghreb, le monde arabe et l'Afrique. C'est en train de changer évidemment. Il y a beaucoup de Marocains en Espagne, mais il n'y a pas en Espagne cette insécurité culturelle que l'on peut voir en France. C'est un peu le cas aussi en Italie. Mais en Espagne, c'est vraiment on est encore dans la douceur de vivre. La rue appartient encore au peuple espagnol. C'est pas encore des gangs issus de l'immigration qui prennent le contrôle ce qu'on appelle en France les cités ou les quartiers. En Espagne, c'est pas encore ça. Pour deux raisons. Le peuple espagnol ne se laisse pas faire, c'est-à-dire que c'est un peuple qui est moins dans le politiquement correct que le peuple français. Donc, en France, quand il y a un problème, les gens appellent la police et puis ils font confiance à la justice. En Espagne, ils se défendent en groupe, en général. Enfin, oui, j'exagère un peu, mais ils règlent le problème en groupe, après ils appellent la police. Ce qui fait qu'en France, quand vous voyez une jeune femme se faire embêter dans le métro, les gens ne font rien ou ils appellent la police en descendant dans la prochaine station. En Espagne, les gens se lèvent et défendent la jeune femme, et après, ils livrent le gars, le délinquant, ou le harceleur, ou le voyeur, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, et ils le livrent à la police. Première chose. Deuxième chose, la rue en Espagne appartient aux gitans aussi. Donc, si des gangs issus de l'immigration, je ne sais pas moi, bolivienne, marocaine, tchétchène ou autre, veulent prendre le contrôle de la rue, il faut qu'ils se débarrassent des gitans. C'est pas gagné. Voilà. Donc, tout cela permet encore à des partis de gauche, comme Podemos ou Mas Madrid, d'être positifs, d'être optimistes, de dire voilà, on va s'occuper du peuple et on s'occupera de ce que vous avez dit, féminisme, LGBT, santé et autres. Parce que le peuple n'a pas peur. En France, le peuple a peur. Il a peur de la violence gratuite, il a peur de se faire interdire l'accès à sa barre HLM par les dealers. Il a peur de perdre un enfant dans un attentat. Voilà, c'est ça la différence. La température n'est pas la même en France. La France a déjà passé un cran. On est déjà dans une partition. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est notre ami, c'est Monsieur Hollande et Monsieur l'ancien maire de Lure, j'ai oublié son nom, qui était ministre de l'Intérieur. Je l'ai sur le bout de la. Bon, peu importe. En Espagne, c'est pas ça. Encore, je pense que l'Espagne n'y arrivera pas. Je l'espère pas. Donc cette douceur de vivre elle explique la facilité avec laquelle Podemos a réussi à faire son chemin et révolutionner la politique espagnole dans un sens plus favorable à l'extrême gauche. Voilà, donc il y a de l'espoir, il faut juste travailler, se creuser les méninges et se dire que 10 ans, c'est très court. Hein. Ce qu'a fait Pablo Iglesias et Íñigo Errejón et tous leurs compañeros, tous leurs camarades de parti est tout à fait faisable en France, mais il faut travailler, se donner 10 ans. C'est rien. On n'a pas besoin d'argent. Enfin, pas autant que ce qu'on croit, pas besoin d'avoir des milliardaires parmi nous, ni d'avoir accès aux grands médias. On forcera le passage.
Il faut juste travailler, se creuser les ménages et sortir de la zone de confort. Et suivre le manuel de guérilla politique tracé par nos amis de Podemos. Même s'ils ne font pas partie de mon camp politique, je leur tire chapeau aux compañeros de Podemos et de Mas Madrid. Chapeau les gars, vraiment beau travail. Si vous voulez m'appuyer, faites circuler cette vidéo, partagez-la, cliquez sur like et envoyez vos commentaires sur Twitter ou Instagram ou même ici sur YouTube. Vous connaissez les règles du jeu de l'algorithme. Plus il y a d'interactions, plus nos idées iront loin. Merci, au revoir.